Où vous habitez, où vous allez, ce que vous achetez ou lisez, à qui vous parlez. Vous savez vos données enregistrées. Vous roulez une plaque d'immatriculation collée des deux côtés pour qu'un unique coup d'œil suffise à vous identifier. Puisque cette mesure peut aider à limiter les actes malveillants, elle est bonne à prendre, c'est vrai. Alors on accepte de se laisser pister face aux enjeux immédiats pour qu'à l'échelle du million d'individus, on ait quand même la paix. Chaque nouvelle idée, aussitôt adoptée, laisse place à une nouvelle, son dérivé, extrapolé. Et pourquoi pas une plaque d'immatriculation sur les mobylettes aussi? C'est arrivé. Et pourquoi pas en vélo? C'est vrai. Et pourquoi pas en marchant? La reconnaissance faciale n'a besoin que de temps. S'utilise déjà dans d'autres pays. L'ultra-numérisation de la société permet un monitoring technologique total. Tout le monde y trouve son intérêt. Les sites internet peuvent savoir d'où vous venez et comment vous surfez. Les systèmes d'exploitation peuvent vous créer un identifiant publicitaire que vous n'avez d'ailleurs même pas, pour la plupart, pris la peine de désactiver. Les applications peuvent s'appuyer sur la localisation GPS de votre smartphone. Les États peuvent stocker les fichiers audio des conversations téléphoniques de tous leurs concitoyens, comme l'a révélé l'affaire Snowden, sans avoir à les écouter, histoire de pouvoir les ressortir un jour, au cas où l'un d'eux fait l'objet d'une enquête ciblée. Les citoyens trouvent également un intérêt dans cette société monitorée. Vous pouvez suivre au mètre près le Uber que vous attendez, surveiller les disponibilités de vos réservations, vous pouvez accéder à une chambre d'hôtel ou à un véhicule en autopartage sans clé. Et vos abonnements vous permettent de passer automatiquement à la piscine, dans le métro et au péage. Tout est numérique, l'info circule si bien et c'est plaisant. Pas de fiche de soins à renvoyer par la poste, plus besoin de faire la queue pour votre billet de train. Jadis stressé par l'horaire, vous comptiez devant vous le nombre de clients dans la file pour savoir si vous aurez le temps de l'acheter. Désormais, billet sur votre téléphone, instantané, nominatif. Et puis, quand vous allez faire votre jogging, votre application vous offre le tracé précis de votre course, dessiné sur un plan parfaitement à jour. Génial. Et puis, bien pratique que votre console ou votre Netflix connaissent votre nom, prénom, info bancaire et les contenus dont vous vous régalez. Vous pouvez ainsi payer à la volée et avoir des recommandations liées à votre personnalité. Il n'y a pas de débat, une société ultra numérisée et confortable, ultra confortable. Pour tout le monde, pour déclarer ses impôts, vendre son vélo, faire des courses, voir une expo ou partager des photos. Il n'y a qu'un seul inconvénient. Le prix à payer, si je puis dire, si ces infos nous concernant circulent si bien, c'est qu'elles sont notées, inscrites, telles des millions de registres, où notre nom apparaît, témoignage de nos activités. Nous sommes dans une ère qui souhaite faire intervenir la data numérique à chaque instant de notre vie. Ce que l'on fait dans son rôle de client, d'utilisateur, de citoyen ou dans son rôle de professionnel, les informations sont stockées sous forme d'octets. Il ne s'agit pas uniquement de rendre ces informations plus mobiles et accessibles que si elles étaient stockées en papier. Il s'agit aussi d'en stocker de nouvelles sortes et en plus grande quantité. Un totalitarisme numérique. Appelons ça comme ça, car il s'agit d'un système d'organisation qui a pour but d'englober l'intégralité du fonctionnement d'une société. Aujourd'hui, disons-le métaphoriquement, tout le monde marche dans la neige avec une semelle creusée de son nom. Mais ce n'est pas une conspiration. Ce totalitarisme numérique est causé par la somme de toutes les intentions séparées de chacun pour optimiser au mieux son service, son business, sa vie de famille ou ses activités de divertissement. Mais voici le moment de rappeler que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Nous laissons donc d'innombrables données nous concernant, même lors des gestes simples comme payer le parc-mètre avec son smartphone ou lire la presse sur son PC. Mais cela n'inquiète pas les gens. Pourquoi cela ne les préoccupe pas ? Car ils se disent qu'il n'y a pas de recoupement important. Autrement dit, même si c'est technologiquement réalisable dans l'hypothèse où ça serait légal, aujourd'hui votre assurance santé n'interroge pas les données laissées par la carte de fidélité de votre supermarché habituel, afin d'ajuster votre cotisation mensuelle en fonction de ce que vous mangez. La police n'interroge pas les données de votre appli de navigation GPS pour extraire d'éventuels dépassements de vitesse. Et votre employeur n'interroge pas votre historique d'appels, de contacts et de SMS que conserve Facebook une fois installé l'application Messenger sur votre téléphone. L'argument qui fait que la population ne s'inquiète pas d'avoir basculé dans un totalitarisme numérique, c'est que le régime de gouvernance de notre société n'est pas totalitaire. Autrement dit, on n'est pas en dictature, donc globalement on se dit que ça n'ira pas trop loin. Et c'est vrai que même si on peut débattre de tel ou tel événement, nous ne vivons pas dans un état autoritaire.
L'État, tout comme nous, ou comme les entreprises, utilise l'ultra-numérisation pour ses bonnes intentions à lui, qui chez lui consistent à faire respecter la loi ou anticiper d'éventuels délits. De ces bonnes intentions légitimes débouchent des procédés numériquement fonctionnels mais potentiellement dangereux. Dernier exemple en date, la généralisation de la vidéosurveillance, que l'État veut renommer vidéoprotection pour ne pas vous faire peur. Ou encore l'annonce du scannage des réseaux sociaux par le fisc. Bonnes intentions que de faire respecter l'impôt et réduire les agressions. Mais dangereux car on installe des outils dont la portée peuvent dépasser ces missions. Pour bien comprendre le problème d'une société numérique, il ne faut donc pas focaliser sur les intentions de l'État. Il ne faut pas se demander dans quelle main ira l'arme, mais simplement réaliser qu'automatiser le traitement des données laissées malgré eux par les citoyens, c'est créer une arme d'une telle portée qu'elle vient perturber la construction philosophique de la liberté, peu importe quel type d'État, quel type d'entreprise ou quel type de citoyen utilise ces outils. L'être humain est un être éminemment psychologique. Je veux dire par là qu'il dépend beaucoup de ses mécanismes psychologiques pour ajuster ses perceptions. Une force, puisque permet de se créer une vision complexe de la réalité, une faiblesse, puisque, soumis aux injonctions de nos propres mécanismes, il nous arrive de les suivre aveuglément. Qu'on le veuille ou non, soumission à l'autorité et conformisme social influencent notre façon de penser. Pas de façon binaire, mais l'impact est réel, puissant et démontré. Ainsi, on peut dire que plus l'humain sait que ses traces dans la neige sont regardées, plus il fera attention au chemin qu'il est en train de tracer. C'est bien de se savoir surveiller dans des cas spécifiques, c'est pour ça que je parlais de la plaque d'immatriculation des voitures au début de cette vidéo. Mais c'est déstructurant de se penser tout le temps surveillé. L'argument utilisé par la plupart des gens, lorsqu'on les alerte sur le profilage complet dont ils font l'objet, par exemple avec leur compte Facebook, relié à leur répertoire téléphonique, relié à leur GPS, relié à leurs interactions, relié à la reconnaissance faciale de leurs photos et capable de déduire leurs opinions politiques, c'est de dire « je n'ai rien à cacher ». Et cette phrase seule témoigne du conformisme social et de la soumission à l'autorité qu'on a vite fait de s'appliquer. Tu acceptes car tu n'as rien à cacher. Alors quoi, si tu avais quelque chose à cacher, donc tu n'utiliserais pas Facebook. Pourtant Facebook, ce n'est pas la police. Donc quelque part, tu penses que Facebook est en train de te juger. Tu t'y conformes et tu t'y soumets alors qu'il n'a légalement aucune autorité. Croire que parce qu'on n'a rien à cacher, nos données peuvent être connues de tous est une erreur. Le besoin de vie privée n'est pas juste un besoin nécessaire aux gens qui fomentent quelque chose. Le besoin de vie privée est un besoin humain de déconnexion du regard social pour exister psychiquement en tant qu'individu. On n'est ni libre de ses mouvements, ni libre de ses raisonnements et de ses choix quand on se sait surveiller. C'est pour ça que n'avoir rien à cacher n'exonère en rien de protéger une intimité nécessaire à la construction du soi. Sans cette construction psychique, on intègre un conformisme fort et on devient incapable de contester les contrôles que l'on a intériorisés. L'autocensure non conscientisée est une censure inviolable. En cela, laisser traîner des datas à chaque mouvement de petit doigt concourt à se croire surveillé et donc à s'inscrire dans un comportement conformiste, qui, à l'excès, inhibe l'indépendance du raisonnement. Le plus dur pour comprendre le totalitarisme numérique, c'est de réaliser que ce n'est pas un projet global mené par un petit groupe d'individus pour contrôler le reste de la société. Non, ça serait trop simple. Il suffirait alors simplement d'agir sur la tête pensante mal intentionnée et il n'y aurait pas d'insurmontable danger. Le problème, en faisant de notre monde un monde de data, ce n'est pas seulement la menace d'une dictature qui aurait alors les armes pour s'installer durablement au pouvoir. Le problème, c'est aussi, et dans une plus grande mesure encore, la menace d'une population autoritaire envers elle-même, car psychologiquement conformée à un monde rationalisé. Un monde perçu comme objectif, dont on aurait du mal à penser à côté, car ce qui est valide ou non n'est plus humainement négocié, mais simplement numériquement confirmé. Après tout, qui oserait se garer à côté des pointillés, même si ça ne gêne pas plus ? Qui oserait changer de siège dans une salle de cinéma pour éviter un voisin d'en face trop grand, dans un monde où tout le monde doit choisir avant d'entrer dans la salle l'emplacement de sa place, comme c'est le cas dans de plus en plus de cinémas. Imaginez maintenant que l'étape d'après, pour éviter ce problème, ce ne soit pas d'annuler ce procédé, mais de sauvegarder votre taille pour un placement automatisé plus optimisé. Qui oserait alors changer de siège, remettre en cause le placement ?
La démocratie est un processus qui nécessite de réinterroger nos fonctionnements en permanence. Et cette remise en cause ne peut avoir lieu qu'en cas d'avis contraire, d'avis qui sortent de la norme. En cela, le conformisme ne peut mener qu'à la dictature. On a parfois envie de pester sur les générations précédentes, parce qu'elles nous laissent en héritage des 50 dernières années un écosystème dégradé sur bien des sujets dont on n'est pas certain de pouvoir se relever. Ressources fossiles, biodiversité, microparticules, climat, dette, on s'agace qui n'ait pas compris plus tôt que leur comportement posait les bases d'un problème insoluble pour ceux d'après. Nous voici maintenant à devoir encore espérer la moindre décimale de croissance dans un monde saturé de pollution, de consommation et d'activité humaine. Mais avant de pester, il serait bon de se demander, ne serait-ce pas l'hôpital qui se fout de la charité ? Car à notre tour, nous sommes en train de poser les bases d'un problème insoluble pour les générations d'après. Ils s'agaceront qu'on n'ait pas compris plus tôt qu'un totalitarisme numérique les obligerait à devoir encore céder la moindre petite parcelle de liberté dans un monde déjà saturé de leur propre traçabilité. Tu seras privé de tes serres. Privé de tes serres.